C'était le nom de code de la toute première Honda ayant remporté une course en 1965 aux mains de Richie Ginter. Ça marche, c'était au Mexique en 65. Elle est jolie, elle est fraîche. Elle est fraîche. Oui, elle a Salut un look à tous. très léger. Très bien, elle est belle, elle est belle effectivement. Est-ce qu'elle va être vite? Je ne sais pas. Une monoplace rapide est toujours belle et une monoplace lente est souvent moche. Kevin Villeneuve, merci pour cette précision importante. Alors il y a eu plusieurs, dans l'histoire, plusieurs changements de livrée. Franck parlait tout à l'heure de voitures blanches qui par le passé n'avaient pas forcément connu le succès. On se souvient que la dernière fois que Red Bull également avait placé de la couleur blanche sur ses voitures, c'était à l'époque du dernier Grand Prix au Brésil aux mains de David Coulthard, notamment en 2008, et il avait fait un virage et demi, et c'en était fini. C'était pour la fondation Wings for Life à l'époque, chère à Red Bull. On verra si le blanc leur porte plus chance cette année. Alors on va voir rapidement si l'asphalte a évolué depuis l'année dernière. Ce qui serait un peu dommage parce que c'était génial l'année dernière de voir toutes les voitures en train de nous faire un joli balai. Il reste très noir cet asphalte, Jacques. Oui, il était encore plus l'an dernier. Ça dépend s'il est lisse ou non. L'année passée, il est... Ah, lisse, il l'est, oui. Il était très lisse. Il est possible qu'il soit un peu plus abrasif maintenant. Et donc, à la place de glisser, eh bien, il taperait dans la gomme. Plusieurs paramètres à prendre en considération. Les choix pneumatiques qui sont allés vers un cran de tendreté supplémentaire. Ouais, je pense qu'après l'année dernière, il n'y avait pas de questions à se poser sur la gomme. Les pneus les plus durs utilisés l'an dernier par sécurité par Pirelli font place cette année à une gamme donc un peu plus tendre des C1, C2, C3 de l'an dernier. On passe cette année au C2, C3, C4. Ah, bah voilà. Dommage. Norris qui dit il y a beaucoup plus de grippe que l'an dernier. Plusieurs facteurs, on l'a dit, des pneumatiques plus tendres, donc qui vont sans doute fonctionner plus rapidement et dans une fenêtre de température un peu plus simple à atteindre pour les pilotes. Le graining est redouté un petit peu plus cette année avec ce type de gomme. Et puis cette surface qui a vieilli d'un an, de quasiment un an, puisque le Grand Prix l'an dernier avait eu lieu en novembre. Donc les températures étaient également un peu plus fraîches qu'à cette époque de l'année. La météo, vous le constatez, elle est bien meilleure aussi cette année. Ce traitement sous eau haute pression avant le week-end, est-ce que cela finit de chasser les huiles qui pourraient encore traîner sur la surface? Oui, et puis ça rend l'asphalte ou les petites pierres dans l'asphalte plus pointues. Oui. Et donc plus abrasive, et c'est ça qui va faire la grosse différence. Bon, en tout cas, Lando Norris sur son premier tour en piste a constaté immédiatement un niveau de grippe supérieur. Il fait partie des pilotes qui étaient présents l'an dernier. 3 d'entre eux n'ont jamais piloté sur ce tracé, que ce soit en F1 ou dans d'autres catégories. Il s'agit de Yuki Tsunoda, de Mazepin et Mick Schumacher. And we have high wind confirmed, tailwind on 12 from track data. Pas mal de vent dans la direction, la direction de la longue ligne droite, donc ça va être bien pour les vitesses de pointe, moins bien pour le freinage. Et Laurent Dupin me rappelle déjà les meilleures performances chronométriques de l'an dernier avec une FP1 en 1.35.0. On verra rapidement sur le classement l'évolution. C'est Max Verstappen qui avait réalisé ce 1.35.077 en FP1. Et le meilleur temps du week-end avait été réalisé en FP2. Après, la situation s'était dégradée en termes de météo. 1.28.330. C'est le meilleur temps de l'an dernier. Et de toute façon, on est déjà à 1.29.2. Oui, donc la piste clairement a beaucoup plus d'adhérence, mais c'est surtout une piste détrempée où on voyait une piste très très glissante. Mais là, clairement, ils sont déjà dans les meilleurs chronos effectués l'année dernière. Lewis Hamilton qui a laissé ces derniers jours parler
sa fashion attitude, que ce soit sa participation au Met Gala aux États-Unis ou son arrivée très remarquée hier dans le paddock en kilt. Je vous verrais très très bien en kilt, Jacques, mais sans le pantalon. Il n'a pas eu l'audace d'enlever le pantalon et d'aller tel un Écossais en kilt et seulement en kilt affronter les médias hier. Désolé Julien, je ne suis pas écossais. Seuls les Écossais ont le droit de porter un kilt. Il y aurait donc crime de lèse-majesté d'avoir porté un kilt sans être écossais. Il faudrait demander à Coulthard. C'est ça, j'allais dire, est-ce que David Coulthard va s'offusquer? Est-ce qu'il est blessé, voilà. Meurtri. En tout cas, Lewis Hamilton qui assume pleinement ses choix et qui espère faire évoluer les mentalités. C'est ce qu'il confiait hier en étant un peu provocateur dans son style vestimentaire. Il espère faire bouger les lignes et accepter les choix, notamment vestimentaires, des choix vestimentaires non gendrés. C'est ainsi qu'il les a qualifiés dans l'univers parfois un petit peu monotypé de la Formule 1. Oui, Jacques. Mais le kit n'a rien à voir avec le gendre. Le genre, pas le gendre. Si votre gendre veut porter un kilt, ça le regarde, Jacques. Une 27.4, voilà, ça y est, on n'en parle plus des chronos de l'année dernière, ils viennent d'être largement effacés. Le 28.3 de l'an dernier n'est plus qu'un lointain souvenir. Ça grippe beaucoup plus sur l'asphalte d'Istanbul, malgré le petit blocage ici de Lewis Hamilton dans le premier secteur. Et regardez cette bardée de capteurs. Franck Montagny vous parlait tout à l'heure des sons de Pitot, des sons de Kiel. Et bien là, la Ferrari, ça lui donne un look extraordinaire à cette voiture. Ça lui donne une sorte d'aile vous savez, des anges. C'est joli. Ouais, il y a beaucoup d'aérodynamique là à l'arrière. En tout cas, on mesure la sortie des déflecteurs, de l'extracteur sur cette Ferrari. Ah, la fameuse boule blanche. So see how the balance is on this first time lap. A lot of comments of high grip. Yeah, feels like it. Et oui, Verstappen qui reçoit un petit message de son ingé. On entend partout chez les autres dans les radios que tout le monde constate qu'il y a beaucoup plus de grip et Verstappen qui confirme. Pas beaucoup plus, qu'il y a beaucoup de grip et ils sont déjà plus rapides que l'année dernière sur un deuxième tour. Donc le niveau d'adhérence doit être incroyable. Et voilà qui va rendre le virage numéro 8, qui est la signature de ce tracé encore plus intéressant. Ce quadruple virage à gauche. Quadruple pourquoi? Parce qu'il y a 4 points de corde tout au long du virage. Soit plus intéressant, soit trop facile. Et dans ce cas-là... d'autres fond alors. Voilà, oui, là ça sera intéressant. Les gants blancs de Max Verstappen, tel un chauffeur de taxi tokyoïte. Et les chronos tombent, les partiels les uns après les autres sont plus rapides. Le voici, premier point de corde ici, le deuxième maintenant, troisième point de corde ici. Et facilement à fond déjà sur le premier tour. Et le quatrième point de corde, 630 mètres Jacques Villeneuve à pleine vitesse. Ouais, premier tour chrono, le virage le plus impressionnant, facilement à fond. Donc oui, c'est un virage qui a perdu tout son intérêt malheureusement. Par contre en Grand Prix, en course, lorsqu'ils se suivront, là ça va devenir, on l'espère, plus intéressant. Relativement peu d'essence dans les monoplats sur un premier run d'essai libre 1, la gomme rouge la plus tendre du week-end et le quadruple gauche à fond. Vous n'aimez pas ce dernier secteur, Jacques, ces petits enchaînements qui ont permis notamment à Vettel de grimper sur le podium l'an dernier? Non, que lorsqu'ils avaient été créés, ils sont parfaits, c'est-à-dire que de l'entrée du point de corde jusqu'à la sortie, il n'y a pas de différence d'angle. On a l'impression que c'est, vous savez, les circuits électriques, les petits circuits électriques, on met des morceaux. Oui, on met des morceaux qui sont déjà parfaits l'un après les autres. Au pilotage, c'était pas très intéressant. Le reste du circuit était génial. Verstappen le plus rapide, 26,9. Vettel à l'instant, deuxième chrono volant de l'Aston Martin. On rappelle que c'est l'ancêtre de l'Aston Martin, la Racing Point de Lance Stroll, qui l'an dernier, dans des conditions extrêmement humides et à faible adhérence, avait signé sa première pole position en carrière ici. Lance Stroll en pole en Turquie, effectivement. Ça s'était compliqué le lendemain en course, avec un résultat forcément décevant pour lui. Il avait terminé 9e, Lance Stroll, de ce Grand Prix. Lewis Hamilton s'était imposé là où son coéquipier Valtteri Bottas avait fait naufrage en enchaînant les têtes à queue. Hamilton maintenant le plus rapide sur le premier secteur, 31,7. Deuxième temps de Pierre Gasly en 27,1. La fin du tour de Lando Norris
qui a digéré autant que possible son énorme déception du Grand Prix de Russie. Norris le plus rapide en 26,5. Oui, je pense. Salut Philippe, t'es tout seul. C'est simple, hein, sur la fin de course en Russie, Jacques, il y a eu deux rappels au stand pour chacun des pilotes. Lewis Hamilton a ignoré le premier comme Norris. Par contre, eh bien, a obtempéré au moment du deuxième rappel au stand, là où Norris a insisté en disant non, je tente le pari de continuer. Il y a des viewers, mais ils parlent pas. Bon, là, c'était les pilotes, la piste, comme le disait. C'était un pouce bleu, hein, à ce moment où il est sur rentré, YouTube, pas sur Twitch, évidemment. Elle avait ralenti. Et 30 secondes plus tard, elle a repris. Et abonnez-vous de chaîne. Plein fouet. Si Norris était rentré, Lewis serait sûrement resté en piste. Donc c'était vraiment un peu un coup de poker. Facile de dire après course que il était facile de rentrer en fait, mais sur la piste, c'était compliqué. C'était une décision difficile. L'expérience aidant dans d'autres circonstances, Lando Norris et son équipe parviendront peut-être à prendre la meilleure décision la prochaine fois. À la même situation, ils s'arrêteront. Et là, ça sera la fois où il ne faudrait pas s'arrêter. Et c'est compliqué. À part mettre 20 mécanos autour de la piste avec des talkie-walkie pour des spotters partout. Voilà, pour dire oui, c'est bon, là, il y a la pluie ou non, ça devient très difficile. Ce serait compliqué. Hamilton, de nouveau le plus rapide. Les temps tombent. Une 26-0. Norris toujours deuxième devant Max Verstappen. On va prendre de la hauteur avec vous, Franck Montagny, au-dessus de ce paddock sous quelques nuages, mais dans des conditions météo quand même assez sympas. Ouais, plutôt sympa, ça fait plaisir de venir en Turquie quand c'est comme ça, plutôt que la pluie. Regardez un peu comment c'est fait la paddock de Formule 1. Alors oui, on est très haut, il y a beaucoup de vent ici aussi. Un paddock de Formule 1, c'est d'abord tous les motos qui sont là avec bien sûr Mercedes, Red Bull, tous ceux qu'on vous a montré avec Laurent Dupin quand on était en bas. Et puis quand on va se déplacer sur la gauche, vous allez voir différents camions, ce sont tous les pétroliers de chaque écurie. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 9, 10 pétroliers qui sont là, différents pour chaque écurie. Quand on se déplace encore un petit peu sur la gauche, tous les petits Algeco que vous voyez là, eh bien ça c'est les télévisions du monde entier avec derrière le fret, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin pour emmener ces Algeco, enfin les pièces qu'on utilise pour retransmettre, etc. Et au milieu de tout ça, on est au milieu de tout ça parce que tout autour, vous voyez le circuit qui est extrêmement vallonné. Je pense que vous voyez un petit peu plus sur ces images que ce qu'on voit à la télé. Oui, je pense aussi, Norris futur champion, effectivement. Gauche qui passe à fond absolu 300 km. Ça devrait le faire. On a presque les 20 kg d'appui sur la tête pendant plus de 6 secondes. Cette descente de circuit est quand même assez sympa quand on voit d'ici avec cette énorme partie. Ça devrait le faire. Sur la gauche encore avec ce droite à fond où l'année dernière Max Verstappen avait fait un terrible tête à queue. Et puis maintenant quand on arrive sur la fin du circuit, vous voyez qu'on a cette partie très sinueuse avec un gros frein, un très long virage où on va pas trop s'élargir, on va garder la corde très longtemps et ce droite-gauche qui va finir pour la ligne droite. Bref, on est plutôt une place de privilégié ici. Eh bien, on en profite. Merci Franck de nous emmener dans ces coulisses et sur les hauteurs de ce circuit. Kimi Räikkönen, déjà rattrapé par la patrouille, Jacques. Oui, et ce que l'on a vu, ce qu'on en a compris, c'est que ce n'est pas le vibreur, la limite, mais la ligne blanche cette fois-ci. Virage 6. Hein. Oui, c'est ce qui a été expliqué à Kimi Räikkönen, parce que parfois c'est le vibreur, parfois c'est la ligne blanche. Oui, virage 6, tout en descente, que les pilotes sont priés de respecter en restant dans les limites du tracé. Esteban Ocon, le plus rapide maintenant au moment où Pierre Gasly remonte au 5e rang. On voit des voitures très basses. On est sur un asphalte assez lisse, peu bosselé et donc et abrasif. Et très abrasif, très grippant et les monoplaces réglées très proches du sol. Norris deuxième temps. C'est Esteban Ocon, disais-je, le plus rapide en ce début de séance. Les choix pneumatiques pourtant les plus durs pour Esteban Ocon. Il est sur la gomme dure, Esteban Ocon. Lando Norris sur la gomme médium. Le premier pilote classé en gomme rouge, c'est Hamilton en 3e position devant son coéquipier Bottas et Charles Leclerc également sur la gomme la plus tendre. Les monoplaces ont peut-être réglé avec trop de sous-virages basés sur l'année dernière, donc qui était une piste hyper glissante où il fallait asseoir le train arrière. Eh bien, Hamilton et Verstappen en piste au même moment. Il est pour l'instant un tout petit peu en retard. Vous disiez, Jacques, pardon. Oui, on le voit là, donc les gommes dures fonctionnent peut-être parce que les monoplaces sont réglées avec trop de sous-virages basés sur la piste glissante de l'année dernière. Maintenant, une piste abrasive qui a beaucoup d'adhérence, il va falloir charger un peu le train avant. On peut, Jacques, envisager que lorsqu'ils vont rendre leur premier train de pneus d'ici quelques minutes, avec un record de dernier secteur maintenant pour Verstappen, ils passent un peu plus de temps que d'habitude au stand pour faire évoluer leur réglage. Probablement, ou alors mettre plus d'ailerons avant, mais ça ne fonctionnerait que dans les virages rapides, et vu que le virage 8 se passe déjà facilement à fond, il n'y en a peut-être pas besoin. Ces deux monoplaces aux couleurs blanches et rouges, aux couleurs du Japon, avec d'ailleurs ces inscriptions
japonaise sur les longs arrières. Vous savez lire le japonais, Jacques Villeneuve? Les kanji? Hein? Non. Vous ne savez pas ce qui est écrit alors? Non, mais je suis sûr que vous l'avez étudié avant de venir ce matin. J'ai revu mes cours de japonais, c'est écrit arigato. Ah, Ce qui merci. signifie- Mais merci à qui? Merci, merci à Honda. Bah, merci les à gens qui, ont dit non, ce arigato qui est con. est destiné à Christian Horner, à Helmut Marko, à nos pilotes. Donc c'est des remerciements collectifs affichés. Ouais, pourquoi pas Gasly chez McLaren, ce serait pas mal, effectivement. L'écriture japonaise. Oui, parce qu'il y a plusieurs J'aurais bien équipes, aussi. Japonaise. Et celle-ci est donc un grand merci. Maintenant, Qu'en peut-être que pense Ricardo, il arrivera à Max redresser la barre de l'année cette prochaine. Hein. livrée, hommage spécial ce week-end qui aurait dû être le Grand Avec la Prix nouvelle du voiture. Japon à Suzuka. Peut-être même qu'il sera meilleur que Norris, qui Honda. sait. Écoutez la réaction à cette nouvelle couleur, à cette nouvelle livrée de Max Verstappen. Yeah, because I'll be sitting in it. But an overall opinion about this white Vous avez une opinion sur cette couleur blanche? Oui, ça a l'air bien, frais. C'est un hommage à Honda. Et j'espère que la voiture sera surtout rapide. Voilà. Évidemment, ils s'en foutent de la couleur tant qu'elle est rapide. Aussi, la trouve fraîche. Cette couleur, c'est Hamilton normal. premier Hein, pour l'instant. le blanc soleil chauffe moins. Ceux qui sont sur Twitch, hein, pensez à follow la chaîne et à vous abonner si vous avez un Amazon Prime gratuit. Enfin, si vous avez un compte Amazon Prime, l'abonnement est gratuit sur la a chaîne. repris la tête du L'abonnement qui est championnat, censé qu'il être a payant. finalement eu sa 100e victoire. Pensez-y, il est peut-être vous aurez plus de pub. maintenant relâché. Elle tardait à arriver, cette 100e victoire, puisque la 99e datait du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il lui aura donc fallu attendre 5 Grands Prix avant de décrocher cette 100e. Ross Brawn, le patron de la Formule 1, l'un des responsables sportifs de la Formule 1, estime qu'il pourrait dans sa carrière en obtenir encore une vingtaine de victoires. Lewis Hamilton. Ça va dépendre de l'adaptation de Mercedes à la nouvelle réglementation. S'il réussit à avoir une voiture dominatrice comme les 5, 6, 7 dernières années, oui. Si c'est comme cette saison, ça va être plus compliqué. Esteban Ocon qui réalise un bon début de séance, qui prend ses marques avec facilité. En tout cas, il a besoin, Esteban Ocon, là, de reprendre un petit peu le dessus, dominé par Fernando Alonso. Il y a bien sûr sa victoire du Grand Prix de Hongrie, mais ça s'est montré pour différentes raisons un peu plus compliqué pour lui face à son équipier espagnol. Mais une victoire, même sur une mauvaise saison. Il y a quelques nuages dans social turc quand même. C'est certain. On va voir s'il va Alors, pleuvoir on ou pas. reste en altitude avec vous, dans le vent, Franck Montagny, mais côté voie des stands et Oh oui, de si ça départ, recommence cette fois. comme là, cette année, Ricardo il sera viré à la fin de l'année 2022, c'est sûr. Ils vont pas le supporter comme ça chez McLaren. C'était sorti même pendant le tour de formation. Ad Il vitam avait tapé la aeternam. voiture. Et puis derrière, vous pouvez voir sur le parking là-haut, il y a pas mal de voitures. Ça veut dire que les fans sont au rendez-vous ce matin. Il y avait des bouchons sur le circuit. Et puis pour ce soir, Jacques, moi j'ai votre guitare. Je suis en train de me préparer, je me chauffe un peu. Ce soir. Et c'est quand vous voulez, hein. Nous on est prêts. On est prêts. Vous êtes bien là. Pas de oui, guitare hein, bien, avec ça. tout ce système. Non mais Franck Montagny il touche à tout, quoi, mais les trucs de DJ et vous tout. mixiez, Franck, on vous attend au platine. Hein. Ouais, ça va, c'est prêt, j'attends juste qu'il y ait du public. Bon, Franck, j'ai une breaking news. Vous êtes prêt, Franck? Allez-y, ouais, je suis chaud. D'après vous, ça va concerner quoi et qui? Oh, je dirais Hamilton. Ah non, je sais, je sais. Oui. Le pilote qui sera à côté de Bottas. C'est ça? Non, Hein, c'est pas c'est encore ça tombé. Non, non. C'est ça. Votre première, Si, c'est fait, ça c'est fait, on le sait, c'est fait. votre... Alors, la première intuition, c'est qu'Hamilton va partir dernier. Et Hamilton va partir loin sur cette grille de départ. Changement de moteur pour Oh là là. Hamilton, c'est confirmé par la FIA à l'instant. Terrible. Effectivement, 4e moteur utilisé par les Oh là 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 là, ça c'est dans terrible. cette saison 2021. Bon bah c'était prévisible, hein, il fallait le faire donc. Qui équipe donc sa monoplace, voit sa monoplace être équipée d'un 4e Aïe, aïe. moteur. Pour l'instant, Putain, j'espère qu'il va faire en monter comme Verstappen du coup. sur la voiture de Et oui, Lewis Ocon en Hamilton, forme même ce s'il matin, va ouais. utiliser un 4e jeu d'échappement, mais ça il est dans les limites. Pour l'instant, pas d'autres éléments changés. Donc ce sont 10 places de pénalité. Si plus tard dans le week-end, je suis surpris,
hein, qu'on change pas d'autres éléments tels que le turbo, etc. Mais ce sont bon bah quitte à se prendre une pena, autant changer tout, non? demain matin, FP3. En tout cas, pour l'instant, ça c'est le risque de se faire cracher en midfield. Lewis Hamilton et un 4e moteur utilisé ce week-end. On a déjà mis les pièces, donc le moteur où il vaut la peine de faire quelques kilomètres, s'assurer qu'il fonctionne bien. Les autres pièces à changer qui viendraient peut-être plus tardivement n'ont pas besoin d'effectuer beaucoup de kilomètres pour savoir si elles fonctionnent bien ou non. Et la météo, hein, peut-être Mercedes a-t-elle aussi pris en considération les risques météorologiques pluvieux de demain et de dimanche. En tout cas, eh bien, au plus haut sur la grille, Lewis Hamilton pourra partir 11e. Il faudrait pour cela réaliser le meilleur temps des qualifications demain. Et puis, attendons d'éventuels autres changements de pièces. On rappelle la règle, au-delà de 15 places de pénalité, bon, bah, quel que soit le nombre après, hein. d'éléments changés, c'est dernier sur la grille. Ce sera le cas de Carlos Sainz, puisque le document FIA qui nous parvient il y a quelques instants, le document numéro 7, daté du 8 octobre 2021 à 11h32, ce sont toujours des documents très précis, eh bien, fait état d'un changement de moteur également pour Carlos Sainz, 4e moteur utilisé, mais pour lui c'est également un 4e turbo, 4e MGUH, 3e bah, il change tout, 3e pack batterie. Ils devraient faire et 3e centrale électronique. Et là, pour le coup, eh bien, on dépasse les 15 places de pénalité. Donc, automatiquement, c'est un renvoi vers la dernière position sur la grille de départ. Et c'était prévu pour Sainz, on le savait déjà pratiquement lors du dernier Grand Prix, alors que Mercedes nous a fait mousser. Il le savait. Oui, il le savait. Vous parliez d'Ocon tout à l'heure. Deuxième temps devant Bottas, très proche de Lewis Hamilton. C'est vrai que ça se passe. Et en plus, il est avec la gomme dure. Est-ce que c'est la gomme adéquate? La gomme du week-end, oui. Sur un circuit très abrasif comme celui-ci, ou plus abrasif. Alors, on voit les deux pyramides qui font office de capteurs sur l'avant de la voiture. Là, on cherche vraiment à mesurer l'arrivée du flux sur l'aileron. Ça c'est une manie, hein, la FIA qui balance, enfin, je sais pas si c'est la FIA ou l'équipe qui a dit ça pendant les essais, mais à chaque fois pendant les essais, ils annoncent un changement de moteur. Pareil pour Verstappen, hein, la dernière fois... Autre information qui nous parvient de la FIA n'est pas liée cette fois à des changements de pièces, mais à l'évolution de la sécurité. On se souvient de l'accident de Romain Grosjean l'an dernier, des brûlures très importantes subies par le Français aux mains. Et en cela, eh bien, la FIA a fait évoluer les normes, en tout cas est en train de faire évoluer les normes liées aux gants. Jacques Villeneuve, il faut trouver toujours un compromis entre l'épaisseur du gant et la dextérité que ces gants laissent aux pilotes. On ne peut pas avoir des gants pour aller... des moufles. Non, mais là, les gants sont fins comme des chaussettes. Très fins, trop fins. Donc oui, ils ne brûlent pas, mais la chaleur qui brûle, donc ce n'est pas le feu, donc la peau brûle par chaleur. Oui. En quelques secondes, ça passe au travers. On arrive à souffler à travers le gant. Donc c'est devenu un peu ridicule et ça fait même des cloques tellement ils sont fins. Bon, je vais faire la vidéo maintenant. Je vais pas attendre 30 minutes la flemme. Donc je vais couper ma voix et le son du canal pendant une minute ou une minute 30. Donc je vais pas couper le stream à rester là. Dans une minute 30 on va se retrouver. En séance d'essai libre allez, à tout de suite. Ces nouveaux prototypes de gants, en l'occurrence Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et George Russell.
Ces combinaisons ont des normes très élevées, Jacques. Hein. Oui, mais il y a moyen de passer à travers les normes. Mais lorsqu'on les prend dans la main et qu'on se les met sur le visage et on respire au travers, on se rend très bien compte que la chaleur va passer en quelques secondes. Et pareil avec les chaussures, on a vu il y a quelques années Vettel. C'était une chaussette. C'était une chaussette en forme de chaussure. Il donc a testé là, une seule fois. Hein. Oui. Je me demande si c'était pas un coup Mais Philippe, t'as écouté. Rémi, t'as écouté ce que j'ai dit ou pas là? J'ai fait la vidéo, c'est normal qu'il n'y ait plus de son. Il n'y a rien qui protège les pieds en dehors des brûlures. Est-ce que c'est ce qui vous ferait dire que certains conduisent comme des pieds? En tout cas avec des pieds. Mais oui. Ou de pied gauche. Mais vous savez, si vous marchez 5 minutes avec ces chaussures-là, vous avez un mal au pied incroyable tellement elles sont fines. Et donc, oui. Lorsque vous prenez 50 G dans un accident, vous mettez un bon coup vous auriez dû faire de la danse, Jacques. Vous auriez eu les pieds un peu plus solides. Non, je voulais y aller avec mes bottes de ski, mais c'est un peu compliqué pour rouler. Philippe, grille inversée, les 10 premiers devraient changer le moteur le même jour. Ceci dit, je ne comprends pas que cette pilote qui soit pénalisée, ça fausse le championnat. Ouais, mais bon, si tu pénalises l'écurie d'une amende, ça leur... Ils sont tellement riches qu'ils s'en foutent, quoi. Ils vont changer le moteur comme ils veulent. À moins de mettre une amende de 50 millions d'euros. Ah oui, il avait su piloter calmement. Ça n'a aucun effet, quoi. Et le chrono est tombé. C'est comme ça qu'il fallait piloter l'année passée. Ça ne sera pas le cas cette année. Quoique l'on n'a pas encore vu la piste détrempé. Oui, et ça, là peut-être que ça retournerait aux normes de l'année dernière. C'est une possibilité importante pour demain et dimanche. Voir la pluie de nouveau animer ce Grand Prix de Turquie, 16e rendez-vous de cette saison. Et il y a des nuages gris dans le ciel. Des nuages blancs aussi, mais des gris. Oui, blanc au-dessus, gris en dessous. 4G et demi de force latérale dans ce quadruple gauche, 650 mètres, on le disait, c'est 12% de distance de ce circuit. En apnée. En apnée, en appui, en apnée. Le virage est plus intéressant sous la pluie tout de même. Et le DRS qui se déclenche avant la courbe du virage numéro 11. Je recoupe l'image de secondes. Sous-entendu que la charge est tellement importante que même DRS ouvert, la voiture ne tremble pas à cet endroit. Ah oui, c'est un virage visuel purement. Vous vous souvenez qu'à l'époque à Suzuka, puisque c'est l'endroit où on aurait dû se trouver ce week-end, le 130R passait à fond. Et pour les meilleures voitures, DRS ouvert, cet avant-dernier virage, avant la dernière chicane du circuit de Suzuka, cette courbe à gauche ultra rapide, eh bien Vettel de mémoire et Hamilton le passaient DRS ouvert. Oui, il faut aussi savoir que le virage a été changé il y a plusieurs années. Il a été ouvert. L'ancien virage ne serait pas passé à fond, c'était limite à fond pleine charge, avec les ailerons chargés. Confirmation au bas de l'écran, les 10 places de pénalité. Pour l'instant, on en reste à 10. Si jamais Mercedes ajoute de nouveaux éléments au Power Unit, à l'ensemble moteur de, ouais, bah, je pense que est-ce que ça va vraiment rester à 10 dernier. Alors, va-t-on limiter le nombre de places bien avoir sur la grille de départ? Ça dépendra de sa qualif, je pense. S'il se qualifie que 5ème, autant le pénaliser à fond. Autant tout changer. Il vaut mieux partir pour ne pas se trouver dans le pépin au premier virage, dans un accrochage. Vaut-il mieux partir dernier, rester tranquille, partir de la voie des stands ou partir au milieu du peloton? Partir dernier et partir de la voie des stands, c'est pas pareil. Bah oui. C'est plusieurs choix. Puisque c'est un circuit où il devrait être assez simple pour doubler, avec la longue ligne droite, surtout pour une Mercedes, donc de revenir sur le podium ou dans les zones à l'avant du peloton. Est-ce que ça vaut la peine de partir à milieu de peloton et de se sortir au premier virage avec tout? Franchement, je suis un peu d'accord. Pilotes qui parfois peuvent être un peu agressifs. Autant partir dernier. Le questionnement de Mercedes sur un éventuel changement de moteur se posait entre Istanbul et le prochain Grand Prix qui sera aux États-Unis à Austin. Le choix a donc été fait ici. Ouais, Austin aussi un circuit où il est possible de doubler, mais je crois que c'est un peu plus simple ici.
Il va donc rester à Lewis Hamilton pour terminer. Oh mais Alpine ils sont à vide encore. Hein. Un moteur neuf. On a l'habitude. Il est à bord de la monoplace que vous voyez actuellement en piste et qui est en train de prendre des records, en tout cas le premier secteur. Ils sont pas à vide, mais ils ont moins d'essence que les autres. Avec un kilométrage plus élevé, le moteur numéro 2 et le moteur numéro 3 de cette saison. Ce que l'on risque de faire, c'est les vendredis. Oui, les vendredis avec le moteur 2 ou 3. Voilà. Et ensuite, pour la qualification, pour samedi, mettre le moteur 4. Comme ça, limiter le kilométrage et donc il pourra aller facilement à la fin de la saison. C'est pour ça que souvent, moteur 2 et 3 vivent plus longtemps que le moteur 1. Parce que le moteur 1 aura fait tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches. Et lorsqu'on met le moteur 2, souvent, on réutilise le moteur 1 le vendredi. Le premier moteur de Lewis Hamilton a fait les 5 premiers Grands Prix dans leur intégralité, de Bahreïn à Monaco inclus. Le moteur 2 a été monté en Azerbaïdjan. Le moteur 3 avait été monté en Belgique, donc assez récemment, à Mercedes et Hamilton maintenant de bien gérer leur quota. Yuki Tsunoda malheureusement est à pied pour l'instant. Un problème pour Tsunoda. 14 tours, donc ça va, il a pu faire quelques tours, mais qui est à pied. Il fait partie, on le disait, des pilotes qui découvrent complètement ce tracé. Ils sont 3, il n'a pas eu l'occasion de venir piloter ici dans d'autres catégories auparavant. Responsable du programme Honda. Alors Honda qui arrête la Formule 1 à la fin de l'année mais qui ne sera jamais autant présent l'année prochaine en Formule 1. Qui arrête en tant quantité. Voilà, Honda continue la Formule 1 au travers de Red Bull. Regardez les limites de piste. On est ici dans le dernier virage. C'est bien la ligne blanche qui fait office de limite de piste à cet endroit. Il faut garder les pneus au moins sur la ligne blanche. Surtout circuit. Malheureusement, quel que soit le circuit, de limite de piste. Il n'y aura pas de changement. Et on voit ici donc Carlos Sainz dont le temps est ça c'est clair, c'est évident. Au-delà de la ligne. Ouais. Sauf que on autorise Sainz des à roues 12 extérieures secondes à aller qu'il au-delà de la piste. Mais dans certains endroits, on autorise le vibreur comme limite. Oui. Il suffit de remettre de l'herbe. Ça marche très bien avec de l'herbe. Ah, je voulais revenir sur un point très important, Jacques. Je vais faire mon mea culpa. Vous avez fait une erreur. J'ai fait, mais vous avez commis une erreur. J'ai commis une erreur. Je suis responsable d'une erreur, en tout cas d'une interprétation qui a été dissipée après le dernier Grand Prix. Je vous ai dit lors du dernier Grand Prix que les mécaniciens Mercedes n'avaient pas le droit de sortir des garages et de simuler l'éventuelle arrivée d'une monoplace alors que le pilote continue en piste. Eh bien, ce n'est plus le cas. Ça a été révisé. Donc, mea culpa. La FIA a donc entériné il y a un moment de cela déjà, et je m'excuse, je vous prie de bien vouloir m'excuser de passer au travers de cette information. Les écuries sont en fait libres de faire ce qu'elles souhaitent maintenant. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la FIA estime qu'il est impossible de prouver que l'équipe a voulu faire un coup de bluff ou simplement de justifier qu'elle est sortie parce que pour un éventuel undercut, pour surprendre un adversaire, ce qui fait partie d'une stratégie de course, s'est positionné sur l'emplacement pour accueillir un pilote, puis finalement l'undercut n'a pas été choisi et donc les mécaniciens rentrent. Donc il est impossible de justifier que ce soit un coup de bluff ou une vraie volonté stratégique d'une écurie de faire rentrer un pilote au dernier moment. Donc comprenez par là que désormais, et depuis un moment, il est autorisé et les équipes ne peuvent pas être pénalisées pour sortir des garages, on parle là bien sûr en course, de sortir des garages avec des pneus, puis finalement de re-rentrer dans leur garage. Ces précisions, je les ai eues après le Grand Prix. Maintenant, c'est assez limpide. Oui, logique.
logique parce que souvent le pilote qui suit ferait l'opposé du pilote exactement devant. Okay, understood. Donc, do you want to box for a flap adjust, Max? I don't think it's that. Something with the tires. une grosse perte d'adhérence de la gomme lorsqu'ils sont retournés en piste. Deuxième train de gomme, je me souviens plus. Les équipes s'attendaient à du greening. Hein. Oui, deuxième train de gomme. Absolument. Deuxième train de gomme et apparemment le deuxième train de gomme n'a pas l'adhérence du premier. Donc est-ce que la piste s'est gommée et a changé l'équilibre avant-arrière? C'est possible. On lui a demandé s'il voulait mettre de l'aileron avant, rajouter de l'aileron avant. Il a dit non, je crois pas que ce soit le problème. Je pense que c'est vraiment la gomme qui n'a pas l'efficacité du premier train. Et Hamilton qui continue d'allumer en violet, qui prend les records. Peut-être qu'il aime ça avoir des pénalités, savoir qu'il va partir dernier, ça le surcharge, ça le booste. Il est rentré dans un combat avec Max Verstappen pour le titre mondial. Verstappen dont le moteur a été changé au dernier Grand Prix, qui a largement limité la casse en partant en fond de grille pour finalement terminer second. Oui, derrière Lewis Hamilton, donc c'est le combat des deux. Complètement. Hamilton, record de premier secteur en 30.9. Pas d'amélioration pour le Britannique sur le deuxième secteur. En tout cas, voilà, sachez que la sortie des garages des mécaniciens Mercedes lors du week-end de Russie était finalement autorisée. C'était joueur, c'était peut-être pour essayer de tromper l'ennemi. En tout cas, l'autorisation leur est donnée de le faire. Ouais, le seul problème dans ce cas de figure, c'est si toutes les équipes font ça, après la voie descente devient surchargée. Carlos Sainz lui aussi donc en fond de grille. Est-ce qu'il sera rejoint par Hamilton? On le saura un peu plus tard. Regardez la déformation du pneu dans les rainures du vibreur. Oui, elle s'écrase complètement. Elle épouse la forme du vibreur. Allez, Verstappen qui s'offre une petite aspiration derrière Valtteri Bottas. Ce n'était pas un bon premier secteur pour Verstappen. Par contre, il est hors son deuxième secteur. 325 km/h en vitesse de pointe. Ouais, elle devrait être performante dans les derniers virages, cette Red Bull. Non, si c'est le cas. Et amélioration avec un deuxième temps pour lui. Il revient à 4 dixièmes d'Hamilton. 1,24,6 pour Max Verstappen. Ouais, là où Hamilton fait la différence sur Verstappen, c'est le premier secteur. 4 dixièmes, 3 dixièmes et demi seulement dans le premier secteur et ensuite ça s'équilibre. C'est un premier secteur assez variable hein, avec une courbe rapide, celle du numéro 2, puis après un enchaînement beaucoup plus lent, virage 3, 4, 5. Bon, je vais regarder la météo, tiens. Des virages à petite vitesse. Qu'est-ce que ça donne en météo? Ouais, mais les virages sont tout de même assez longs, ce n'est pas des changements de direction vifs, comme normalement aime la Red Bull. C'est pas hyper menaçant. Pierre Vacher au premier plan, le directeur technique demain, c'est nuageux, Red Bull. Peut-être de la pluie le matin. Autre français un petit peu plus loin. Et le dimanche. Pour laisser passer du trafic. Ouais, il laisse passer dans le nuageux, mais pas de pluie. Verstappen, Valtteri Bottas. A priori, il n'y aura pas de pluie ce week-end. Mais bon, ça peut encore changer, on sait jamais. Hey, la perte. Et Ocon, oh là là. Tourner ce plot, vous avez aperçu au sol, là on était au virage numéro 9. Par contre, attention au retour en piste, parce que vous avez vu, c'est à angle droit, donc là les pilotes sont priés de rester à l'intérieur. Ocon qui a fait une petite erreur sans conséquence, heureusement. Ils auraient dû mettre une ligne sur le sol pour empêcher les pilotes de revenir. Le coéquipier d'Esteban Ocon, Fernando Alonso, qui a lancé un pavé dans la mare. Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, au départ du Grand Prix, Alonso a tiré tout droit, ne prêtant mais alors aucune attention à ce qui se passait en piste et ne voulant absolument pas prendre les virages 2 et 3. Il a tiré à une vitesse folle dans l'échappatoire, respectant le passage entre les plots mais réussissant quasiment à tirer une ligne droite sans perdre de vitesse. Et bien il a expliqué qu'il l'avait fait exprès pour voir quelle réaction cela provoquerait au niveau des commissaires. Il estime, c'est un scandale, Alonso, que certains pilotes, selon leur nationalité,
reçoivent plus ou moins de clémence de la part des commissaires et ils s'attendaient à ce qu'il y ait ou non des discussions ce week-end sur ce qu'il avait fait, estimant que bien si d'autres pilotes, d'autres nationalités avaient fait ce genre d'erreur, on n'en parlerait pas au Grand Prix suivant, mais comme c'était lui, on allait en parler. Et on en a parlé. Le briefing des pilotes c'est ce soir déjà, donc Michael Masi retrouvera les pilotes en briefing à l'issue de la deuxième séance d'essai libre. J'espère qu'il va lui passer un savon Masi là. Oui, de le faire, complètement. Et il a suivi la règle. Un petit peu frustré également de voir que Lando Norris Alonso il recommence à créer du complot, du buzz, etc., foutre la merde. Il s'était calmé, mais là ça reprend, il repart dans ses travers, donc génial. À Lando Norris, et ça a énormément frustré notamment Fernando Alonso et encore plus peut-être l'écurie Alfa Romeo, puisque comment s'appelle-t-il, Kimi Raikkonen a fini derrière Lando Norris et qu'avec normalement ce qui est une pénalité classique quand vous coupez la ligne blanche, à savoir 5 secondes, Raikkonen aurait terminé devant Lando Norris. Et Frédéric Vasseur chez Alfa, je termine juste Jacques, ne comprend pas pourquoi Hamilton en Allemagne en 2019 a été pénalisé, pourquoi Raikkonen au Mugello l'an dernier a été pénalisé, pourquoi Tsunoda à 2 reprises cette année a été pénalisé en Autriche, pourquoi Lando Norris n'a pas reçu de pénalité à ce moment-là. Il y a peut-être des petites nuances. Déjà, l'entrée des stands est très mal dessinée à Sochi. Mais alors, elle est dessinée pour tout le monde. Elle est tellement serrée que même sur le sec, des pilotes sont partis à la faute ou en tête à queue. Mais rentrez moins vite. Impossible en gomme slick sur une piste détrempée comme ça. Même à 20 à l'heure, ça ne passait pas. Et à 15. Et goût de merde, ouais, c'est ça. La pénalité de Lewis Hamilton, il était sur la piste et au dernier moment a décidé de rentrer. C'est pas qu'il avait commis une erreur et en glissant. Très bien. Donc il y a une nuance de toute façon. Maintenant oui, la règle est claire, donc il aurait dû prendre une pénalité, mais il y a de toute façon une situation qui est très différente. Et s'il était resté sur la piste, il aurait engendré énormément de danger pour tous les autres pilotes. Il n'y avait pas d'autres voitures à ce moment-là, Jacques. Oui, mais il aurait fait un tour au ralenti. Ah, s'il était resté sur un tour supplémentaire. Ça aurait été un danger incroyable. Votre sentiment, Franck, est-ce que vous partagez celui de Jacques Villeneuve? Non. Moi je partage le vôtre, Julien. Je trouve que les règles devraient être plus droites et on l'a vu déjà cette année. Regardez avec les accidents qu'il y a eu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et rappelez-vous les tollés de discussions et de mauvais mots qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Pourquoi d'un côté, avec le même accident, Max Verstappen prend 3 places de pénalité et à Silverstone, Hamilton lui prend 10 secondes de pénalité. Il faut impérativement clarifier ces choses-là. Il faut impérativement que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Parce que Verstappen avait abandonné, du coup. Donc on ne pouvait pas le pénaliser sur ce Grand Prix. Si vous passez par-dessus la ligne, simplement. Eh bien c'est 5 secondes de pénalité, point barre. C'est comme ça, c'est triste pour Lando Norris à ce moment-là. Mais il aurait dû prendre cette pénalité, bien entendu. Je crois que les règles ici, comme le dit Fernando Alonso, c'est important de revenir. Alors oui, il y a un pilote steward qui vient tous les week-ends, mais c'est jamais le même. Et ça dépend forcément des nationalités, des affinités des uns avec les autres. Vous savez que ces pilotes-là, c'est des anciens pilotes. Comme Enrique Bernoldi, c'était le cas. Ouais, espérons aussi que pour Ocon, eh bien, c'est pas s'il est bien luné ce jour-là ou s'il s'est engueulé dernièrement. Je pense que Enrique Bernoldi contre un David Coulthard saurait forcément lui donner des pénalités un peu plus dures. Aujourd'hui, il faut que ces règles elles soient claires pour tout le monde. C'est important. On joue un championnat du monde de Formule 1. Merci beaucoup, Franck, pour ce point de vue. Rejoint en tout cas par Jacques sur le côté, il y aurait dû avoir pénalité, mais la situation était différente, certes. Ouais, mais comme Franck dit, il faut que les règles soient précises et il ne faut pas qu'il y ait de jugement possible. C'est-à-dire, la règle est claire et il ne faut pas se poser la question sur pourquoi il y a eu la mésaventure. Et il y a eu. Voilà, maintenant après on peut dire oui, mais le pauvre, si ça, les gommes slick. Oui, c'est vrai, la circonstance était qu'il était pratiquement impossible pour lui de ne pas couper cette ligne blanche, mais c'est comme ça. Daniel Ricciardo qui avait effectué ici des débuts en essai libre 1 pour Toro Rosso avant d'effectuer ses débuts en course pour l'écurie espagnole HRT. Vous vous souvenez l'HRT, Hispania Racing Team? Oui, c'était moins compétitif qu'une Formule 2 en Formule 1 et les pièces étaient tellement usées quasiment de 2 ans d'âge que ça tombait en lambeaux. Je crois que des Formule 2 se seraient qualifiés devant HRT sur plusieurs Grands Prix. Honnêtement, je ne me souviens pas de votre performance. Oui, mais l'équipe tentait de survivre parce qu'à l'époque, le plateau était plein avec les 3 nouvelles écuries low cost.
qui avait été amené en Formule 1, qui roulait à 6 secondes des tours et qui se fichait complètement d'être compétitif. Tout ce qu'ils avaient voulu, c'est rentrer en Formule 1 pour avoir une licence, pour ensuite avoir de la valeur et revendre cette licence à plusieurs millions de dollars. Donc c'était un coût financier, c'était du pur business, ça n'avait rien à voir avec la Formule 1, sauf que deux des équipes ont fait faillite avant d'être capable de vendre, enfin elles ont toutes fait faillite. Aucune n'a été capable donc d'attendre et de vendre, donc ça n'a pas fonctionné pour elles, mais c'était le but de ces propriétaires d'écurie. Vous vous souvenez de Jackie Ecklart, le Belge, qui était aérodynamicien, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui dirigeait d'une certaine manière cette écurie. Je me souviens d'un échange avec Jackie Ecklart me disant « Tous les lundis matins, j'ai une mission, trouver 1 million d'euros pour finir la semaine. » Le budget de l'écurie était d'à peu près 50 millions d'euros par saison, ce qui était vraiment le budget minimal possible en Formule 1. Et donc, chaque lundi, il fallait trouver 1 million pour finir la semaine. Voilà quelle était avec Jackie. Super. C'est vrai? Oui, il était venu chez BR un petit moment. Très bien. On salue Jackie Ecklart, on salue la Belgique aussi ce matin, que l'on embrasse. Coucou les Belges. Provocation par rapport au match d'hier, évidemment. Oui, quand vous dites le budget minimum aurait fait 50 millions, c'est en partie les déplacements, donc ce n'est même pas pour fabriquer de la pièce. Ah, c'est pour survivre en Formule 1. Oui. C'est pour survivre. Bon, après l'aérodynamique, quand il y a ces budgets-là, ça se fait à l'œil. Hein. Un crayon papier, une feuille de papier. Et un petit burin. Oui. Un marteau, un burin. Et il ne faut pas utiliser trop de crayons. Il faut faire des économies. Oui, quand on casse un crayon gris, on le retaille et Exactement. On le jette pas. L'aileron arrière de l'Alpha Tauri qui lui aussi arbore le kanji arigato. Celui qui certainement le prononcera le mieux ce week-end, c'est lui, Yuki Tsunoda, qui peut remercier Honda, parce que sans eux, il ne serait pas certainement conservé dans l'écurie. Et le partenariat, donc on s'y est pas attardé tout à l'heure, mais le partenariat entre Honda et Red Bull qui va se poursuivre. Honda continuera l'an prochain de monter les moteurs Honda. Cède donc sa propriété intellectuelle à Red Bull Powertrain, une nouvelle entité. Toujours été important pour Honda d'avoir un pilote japonais, même s'il n'était pas au niveau. Et la préparation des moteurs se fera par des ingénieurs Honda, Hamilton Keynes, qui resteront évidemment dans l'entité Red Bull Powertrain. Beaucoup de sous-virages pour Perez, qui est à moins d'une seconde de son coéquipier, 9 dixièmes. Mais oui, beaucoup de sous-virages en ce moment. C'est ce que l'on voit depuis le début de la séance. Hein. Les informations, les données de l'année dernière qui ne sont pas relatives à cette saison, qui ne fonctionnent pas. Donc tout Sergio Clément, 8 dixièmes de son pied, un peu moins long que d'habitude, mais absolument. Pas la folie. Les monoplaces dans les stands, certains pneus vont être démontés et certains sont même déjà arrivés côté paddock. Ceux de Pierre Gasly en l'occurrence, vous êtes juste à côté d'eux, Franck. On est juste à côté avec les mécaniciens d'AlphaTauri. Meilleure équipe, ça franchement, on est toujours très bien accueillis. C'est des Italiens, mais c'est pas chez Ferrari, si vous voyez ce que je veux dire. Ici avec les pneus de Tsunoda, des gommes dures, des gommes assez propres. Regardez, juste là-bas, on a un tout petit peu de graining sur le deuxième pneu qui est à l'arrière, sur l'arrière. On a un tout petit peu de graining sur le train avant aussi. Ici, on peut le voir, un tout petit peu de dégradation ici, mais c'est vraiment très léger. Et ici, on a les pneus de Pierre Gasly, c'est de la gomme tendre avec un petit peu de pick-up ici. Mais on voit très nettement ici qu'il n'y a pas beaucoup de grip. En fait, le pneu n'est pas très travaillé. Il n'y a pas de collerette ici, il n'y a pas de collerette ici. Un tout petit peu de dégradation sur ce côté-là. Et le pneu arrière super lisse. Donc pour l'instant, je pense que ça glisse quand même un petit peu sur le circuit. Je pense que les pneus font la différence. N'oubliez pas que par rapport à l'année dernière, Pirelli avait venu avec une gamme de pneus un peu plus tendre. Donc il y a forcément un petit peu plus de grip. Ça va monter un peu durant le week-end. Et la bonne nouvelle, c'est que demain on recommence tout parce qu'en toute logique, il pleut. Et oui. Laurent Dupin vous le disait. Ouais, il pleut, c'est pas sûr les gars. Calmez-vous quand même. Le film rétrospective, comme chaque année au moment de Noël, ce sera le cadeau de Noël de Canal+, à vous tous les passionnés de Formule 1. Et bien là, cette année, la rétro, je pense qu'il va falloir qu'elle fasse 2 heures. On va au moins demander 2 heures de rétrospective, tellement il s'est passé et tellement, je pense, il va encore se passer de choses. Ah, il va s'en passer des choses, la saison est encore longue, il y aura encore des grands prix où la pluie va tomber.
au dernier moment. J'ai l'impression que Mercedes fait un peu d'intox là, joue un peu à l'intox, parce que d'habitude les vendredis, il roule avec très peu de puissance, et après ça augmente. Alors là, Hamilton, il colle 7 dixièmes à son coéquipier, une demi-seconde à Verstappen. Le moteur neuf, Jacques. Oui, mais ils veulent montrer, on met le moteur neuf, on va vous faire peur. Ils font le jeu inverse à l'habituel, mais bon, de toute façon, les équipes ont les données GPS de chacun, donc ils vont être capables de voir. Pourquoi vous n'êtes pas stratège dans une écurie? Oh, c'est moins drôle. On mettrait votre titre, vous savez, en bas de l'écran. Jacques Villeneuve, stratège machiavélique. Mais là, on peut parler de chaque écurie. Ah bah nous, bien sûr. Et on s'intéresse à toutes les équipes. Évidemment, celles qui vont jouer le titre mondial nous accaparent un petit peu plus, mais on s'intéresse à... Et en plus, on n'a pas les données, donc c'est sympa. Alors que quand on bosse dans une équipe, on a les données, c'est moins drôle. De 5 cm l'aileron avant. J'allais dire, il plie encore beaucoup. Hein. Il plie encore beaucoup. Ah oui. Alors Red Bull n'a pas obtenu gain de cause sur un autre dossier. Red Bull avait non pas porté réclamation, mais demandé un éclaircissement. C'est comme porter réclamation en fait. Hein, à la FIA sur le moteur Mercedes. Red Bull imaginait que Mercedes puisse refroidir l'air qui rentre dans la boîte à air du moteur, plus que de raison. Il faut savoir que l'air qui rentre dans le moteur doit répondre à des règles techniques précises, à savoir pas moins de 10 degrés de l'air ambiant. L'air ambiant est mesuré 1 heure avant chaque séance. Et bien l'air qui rentre dans les moteurs ne peut pas être plus frais de moins de 10 degrés de l'air ambiant. Évidemment, plus l'air est frais, et bien plus il est intéressant pour le moteur, et plus ça aide le moteur à fonctionner et à avoir de la puissance. Et donc cet air, avant de rentrer dans le moteur, est comprimé dans une boîte à air, et il y a un capteur FIA dans la boîte à air pour mesurer la température de l'air et s'assurer qu'elle respecte la règle FIA. Et Red Bull imaginait que Mercedes avait réussi soit à ce que le capteur soit placé à un endroit de cette boîte à air où la mesure était légale, mais qu'ensuite l'air pouvait être un petit peu plus refroidi. Eh bien, vous avez mis une grosse clim dans le moteur. Oui, c'est ça, exactement. Ceux qui ont pris une grosse clim, c'est Red Bull. Alors les descentes de rapport, les rétrogradages, les montées. Upshift, oui, les montées de rapport, parce que généralement les descentes ne posent pas de problème. Les montées de rapport sont très violentes, très agressives sur la voiture sur la Williams. Donc la clim, c'est Red Bull qui l'a prise, puisque la FIA a dit non, il n'y a rien à dire, circuler. L'air qui rentre dans le moteur Mercedes est à la bonne température, et il n'y a pas, en tout cas, selon les estimations et les investigations de la FIA, de contournement du règlement et de la température de l'air ingéré par le moteur Mercedes. Voilà pour l'éclaircissement. Mais la question était valable. Ah mais bien sûr, mais toute question est valable. Dépendamment d'où est positionné le capteur, ça peut avoir un gros effet. Vous le voyez même sur voiture de route, il y a toujours la température extérieure, mais si elle est sur le capot, s'il y a un endroit où il y a le soleil, bien sûr. La lecture n'est pas très fiable. On est d'accord. Eh bien là, en tout cas, la lecture a été effiable, puisque les instances dirigeantes ont réglé ce dossier. Donc le dossier moteur, le questionnement moteur est élucidé. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, on va quand même revenir sur les ailerons avant flexibles. On le voit sur ces caméras parce que chaque week-end, il va y avoir des questionnements, ça embête l'autre. Ça fait partie du jeu. Ça embête l'autre, et puis si on peut gratter chez l'un ou chez l'autre quelque chose, eh bien on va pas hésiter, voilà, tout simplement. C'est dur là chez Alfa Romeo, hein. C'est la fin de saison. L'équipe est un peu en chute libre. Et Alfa Romeo qui doit donc encore annoncer le coéquipier de Valtteri Bottas l'an prochain. On a l'impression que ça tourne un petit peu. Guan Yu Zhou, le pilote chinois de l'académie Alpine, semblait tenir la corde, mais aurait peut-être été trop gourmand sur ses demandes, notamment sur la durée de contrat de 3 ans. On sait que Théo Pourchaire est dans les petits papiers de l'écurie Alfa Romeo Sauber. Il fait partie de l'académie d'ailleurs. Piastri aussi, non? Et Piastri, absolument, j'allais y venir, Jacques, tout à fait, qui fait un retour fracassant sur le devant de la scène, en tout cas pour ce qui est de la candidature à ce poste, et qui pourrait obtenir ce volant
Et lequel des trois a le plus de budget disponible? Ah là, ce serait Guan Yu Zhou, hein, clairement. Il y a une petite longueur d'avance alors. Même une bonne longueur d'avance. Mais bien son énorme valise de yen, de yuan, pas de yen, les yens c'est au Japon, lui permettrait d'avoir un petit avantage. Mais est-ce que cela vaut 3 ans? Justement, Franck, je sens que vous avez des informations à nous donner sur ce dossier. Bah déjà les yens c'est au Kenya, c'est pas du tout au Japon. Donc revoyez un petit peu la géographie. Et sinon c'est obligé. Par contre, très joli. Merci. Le truc qui me gêne vraiment, alors c'est la Formule 1, mais vraiment ça m'embête. Donc vous savez que j'aime bien parler quand ça m'embête. Piastri, il a gagné son championnat de Formule 4 première année. Il gagne derrière la Formule 3 internationale première année. Il gagne cette année. Il a 36 points d'avance. Je vois pas trop comment il peut pas gagner. La Formule 2 la première année en étant rookie. Il est aux portes de la F1. Il a tout gagné. En fait, mieux que lui sur le papier, il n'y a pas. Et puis on a un Guan Yu Zhou. Alors certes, il vient avec beaucoup d'argent, mais ça fait 3 ans qu'il est en Formule 2. Ça fait 3 ans qu'il se fait taper. Et puis il va rentrer en Formule 1 à la place d'un pilote émérite. Là, je suis pas d'accord. Il faut que la FIA se trouve un truc, trouve une bourse, trouve je sais pas comment faire ou quoi faire. Mais on peut pas passer à côté d'un talent comme Piastri et laisser passer un pilote qui est moins méritant et qui va moins vite tout simplement qu'un autre pilote, tout simplement parce qu'il a de l'argent. Et attendez, peut-être qu'il va l'avoir ce volant, Oscar Piastri. Bah oui, mais c'est pas juste. Mais est-ce que la Formule 1 est juste? Ce serait pas la première fois où les sous passent avant le talent. Ah bon? Je pense, hein, non? Non, je crois pas. Non. Ah. C'est de la méritologie. Complètement. Complètement. Oui, et les dollars font partie du mérite. Est-ce que vous méritiez votre volant quand vous êtes arrivé en F1, vous? Complètement. Complètement. Oui. Est-ce que vous êtes arrivé avec du budget, Jacques? Non. Okay. Vous n'avez rien apporté, que votre combinaison beaucoup trop large, votre beau sourire, vos cheveux peroxydés. Non, ça c'était après. Bon d'accord, et votre titre en IndyCar et votre victoire au 500 miles, ça va. Ça avait un petit... Oui, ça avait un minimum de valeur. Vous aviez un CV avec une photo et... Oui, ça tenait sur la moitié d'une page. Ouais, 2 lignes, hein, ça suffit. Hein. Quand les lignes sont costauds comme les vôtres, ça suffit. Hein. Ce qu'on a vu aussi souvent, des pilotes tout gagner dans les petites formules, arriver en Formule 1 et craquer sous la pression de la Formule 1 et ne plus fonctionner, et l'inverse aussi. Donc il faut aussi faire attention à ça, mais là comme l'a dit Franck, de toute façon il s'adapte hyper rapidement aux nouvelles formules, et on a l'impression que plus les monoplaces sont puissantes, plus ils performent. Donc la puissance cache la... Non, c'est que certains pilotes sont hyper performants dans des petites monoplaces, il n'y a pas beaucoup de puissance, c'est pas tout à fait le même pilotage. Et vous ne trouvez pas que c'est pas plus méritant d'être performant sur des monoplaces peu puissantes, parce que justement il ne faut pas gaspiller la puissance? Non, c'est un pilotage différent, ce n'est pas plus compliqué. Moins ça va vite, plus ça masque les lacunes de pilotage. Alors là, vous m'épatez, Jacques, sur ce commentaire. Moi, j'estimais, mais vous êtes le pilote et je ne le suis pas, qu'une voiture moins puissante mettait justement en exergue les meilleurs pilotes, parce qu'ils ne gaspillaient pas, ils ne gâchaient pas, et qu'une erreur commise avec une voiture moins puissante se voit beaucoup plus, puisqu'on ne peut pas rattraper l'erreur grâce à la puissance. D'accord. Non, mais c'est une question. Oui, mais mettez tous les plus grands actuellement en Formule 1 dans une Formule 4, ils auraient peut-être quelques difficultés. Vous pensez? Dans les 2 derniers dixièmes. Ce serait bien d'organiser ça. Le pilotage est très 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 différent, et il est très difficile dans ces petites monoplaces aussi, pratiquement interdit par la réglementation, de changer les réglages assez pour convenir au pilotage. Donc certes, on a souvent vu ça dans les Formule 2 qui étaient souvent des monoplaces hyper sous-vireuses. Oui. Bien, les pilotes comme Verstappen auraient eu beaucoup de difficultés en Formule 2. Jacques. Des pilotes qui n'aiment pas le sous-virage. Donc on n'aurait pas vu le grand Verstappen que l'on voit maintenant. Jacques. Ces pilotes-là arrivent en Formule 1. Ouais, ça, j'en sais rien, évidemment. Une voiture qui n'était plus c'est des théories fumeuses un peu là. d'Alonso, il ne s'en sortait pas. Par contre, c'était un très grand pilote de Formule 2. C'est régulièrement que les Belges ne s'en sortent pas. Alors voilà, c'est petite insulte Tsunoda. Jacques, il me vient une idée. Tsunoda, vous connaissez bien Stefano Domenicali, c'est pour ainsi dire un ami à vous. Oui. Puisque vous parlez italien quand vous lui discutez avec lui. Vous voulez en venir où? Jacques, il faut que vous alliez voir Stefano Domenicali. Yo. Non, pas yo, comment dire en italien? Buongiorno Stefano. Si. Grande Stefano. Signore Stefano. Il faut que pendant la saison, il organise une course de F4 avec tous les pilotes de F1. Un challenge F4, samedi fin d'après-midi, genre sur un week-end où il y a qualif sprint ou voilà. Un challenge où ils ont tous, depuis le temps qu'on rêve de voir tous les pilotes de F1 à matériel égal. Regardez par contre l'état avant droit du pneu de Charles Leclerc qui souffre beaucoup.
Ce serait pas énorme ça, d'avoir la grille de F1 que des F4, les mêmes voitures, même moteur, même pneus? Non, ça ferait tellement de dégâts parce que Pourquoi ça ferait des dégâts? Parce que elles ont des pilotages très particuliers. Et alors, ils auraient tous la même? Oui, mais certains pilotes adorent le sous-virage, d'autres le sur-virage, d'autres des voitures nerveuses. Oui. Et là, ils ne pourraient pas adapter la monoplace à leur pilotage. Et on s'en fiche, c'est à eux de s'adapter. Non, justement, c'est là où vous avez tort. Les plus grands pilotes sont capables de s'adapter, mais aussi d'adapter et de faire performer la monoplace. C'est ce qu'on veut voir. Qui serait le meilleur avec une... On y va nous aussi alors. Hein. Ah non, mais vous, allez-y, c'est vous le pilote. Mais ce serait génial. Tous la même voiture, vous les mettez sur 15 tours ou 20 tours, et on regarde, et on voit une petite séance qualif. Ça donnerait une jolie course. Mais ça demain, je sais pas si ça donnerait les bonnes informations. Non mais demain, on annonce une course de F4 avec les pilotes F1. Vous verriez l'audience que ça ferait ce truc-là. Oui, une fois. Une fois, bah, un one-shot comme on dit. Oula, les grosses prises de vibreurs et des pneus qui se mais là dégagent. vous risqueriez d'avoir un Mazepin devant un Lewis Hamilton par exemple. Et bah pourquoi pas? Ça ferait des dégâts. Puisqu'ils n'ont peur de personne, quand on leur dit j'ai quel coéquipier vous voulez, n'importe quel coéquipier, j'ai peur de personne. Eh bien s'ils n'ont peur de personne, allons-y. Vous menez sur votre planète? Amenez-moi voir Stefano Domenicali, je vais lui en parler moi. Je vais lui en parler. Non mais je pense que ce serait je suis pas sûr qu'il soit trop pour non plus, Domenicali. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des petites bulles sur le côté gauche. Dans ce cas, ça m'étonnerait. Les pneus avant là de la Ferrari morflent. On sait que le pneumatique avant droit est celui qui va le plus souffrir sur ce circuit, déjà pour le sens anti-horaire de ce tracé et pour le quadruple gauche à le virage numéro 8. Verstappen veut foncer sur Hamilton, bon. C'est pas des bourrins les mecs. C'est vrai que ce pneumatique avant souffre, celui de Lewis Hamilton est légèrement marqué. Ça reste des professionnels, hein, c'est pas des mecs sur la fin 2021 non plus. Hein. Je suis sûr que même eux aimeraient ça si on leur proposait l'idée. Non, je pense qu'ils préféraient un week-end. Ça se fera jamais. Vous êtes blasé, Jacques. Eh oui. Allez, drapeau à damier sur cette première séance. Allez, c'est terminé cette séance. Bon, il s'est pas passé grand chose quand même. Qui a vu Hamilton, ça reste une séance d'essai après. Montrer tout de suite ce dont il était capable. Ça, on le sait, ce dont il est capable. Mais avec son nouveau moteur. Ah, il a rien à perdre, si, son image. De cette matinée ici à Istanbul. Son image est à perdre. Pour Lewis Hamilton. Imagine le mec qui fonce délibérément sur Hamilton, il va se tirer toutes les foudres de tout le monde en fait. Ça sert à quoi de faire ça? Turbo ou les systèmes de récupération d'énergie, attention, ça peut encore venir au fil du week-end et à ce moment-là, ce serait un départ en dernière ligne avec Carlos Sainz. On retrouverait éventuellement, s'ils ajoutaient d'autres pièces changées, Hamilton et Carlos Sainz en dernier. Pour l'instant, ce seront 10 places de pénalité sur la grille. Au mieux, donc, Hamilton pourrait partir 11e. Il faudra enfin, c'est le karting, c'est encore différent, quoi. La pole position ici, il est en karting, je suis un peu moins. Les kartings, c'est marrant, mais bon. Une 24-1 les monoplaces, ça me première séance d'essai libre. Le meilleur temps de l'an dernier était d'une 28-3. Donc on a battu de 4 secondes 2 le temps de l'an dernier. Le meilleur temps effectué l'an dernier. La piste a donc, c'est confirmé, largement évolué. Bon, il y a aucun obstacle là. La piste a bien mais les évolué. pneus vont souffrir un petit peu. Ça a été le cas de Charles Leclerc en fin de relais. Charles Leclerc qui a couvert 26 tours dans cette séance. Bon voilà, l'ingénieur vient de se prendre un tir, il proposait un équilibre supérieur. Ça serait vraiment empirer le truc et bien je non, pense pas que ta ce soit bien suggestion pour lui, n'est pas du tout en adéquation avec ce que je ressens. Sur l'acquisition de données, l'ingénieur voit peut-être qu'il y a des micro-blocages sur les roues arrière, mais si il y a du sous-virage, plus de frein sur l'avant occasionnera encore plus de sous-virage. Donc pour le ressenti du pilote, non, il est plus compétitif justement avec ces micro-blocages sur les roues arrière. Mais c'était très éloque. Oui, très. Bon, bah ça se termine cette histoire. C'est vraiment bien. C'était pas le ton de. Donc prochaine séance à 14h. C'était bien. De Lando Norris lorsqu'il a répondu à son ingénieur en fin de course en Russie. Il s'est expliqué en disant qu'il faisait partie des pilotes qui n'aimaient pas trop qu'on leur parle pendant qu'il pilote et que là forcément la pression qu'il devait gérer Hamilton sur les épaules pour ainsi dire, eh bien n'avait pas envie de trop recevoir